Écoutez, au-delà de la retenue face à la mort de l'homme, je crois qu'il y a trois aspects qu'il faut regarder en face. Le premier, et ce n'est pas un détail de l'histoire, c'est ce qui était évoqué sous la forme de provocations qui vont quand même au-delà. Et d'ailleurs, il a été condamné pour négation de crimes contre l'humanité ou pour antisémitisme insidieux. Et sa parole portait à l'époque une essentialisation des individus, en les rattachant à une religion, en les rattachant à une origine ethnique. Et donc il y avait un phénomène de segmentation de la société. Tout ça n'est pas un détail. Le deuxième point qu'il faut regarder, c'est son héritage politique, dans le sens où quelle a été la politique qu'il a prônée. Et ça, on est bien obligé de constater aujourd'hui que c'est la politique d'un monde qui est aujourd'hui révolu et qui s'est effondré. C'était Jean-Marie Le Pen, l'américain, l'idolâtre de Ronald Reagan, celui pour qui l'ultralibéralisme était la voie et la clé. Tout un monde qui nous a conduit à la situation de 2008, du grand choc et du grand effondrement économique, et qui est aujourd'hui passé par pertes et profits. On le voit aux États-Unis avec un Donald Trump, on le voit avec la réorganisation de la scène internationale. Cet ultralibéralisme totalement débridé n'est plus à l'ordre du jour. De même que sur la scène nationale française, Jean-Marie Le Pen était à l'époque le diable de confort du système. Il dénonçait le système, mais finalement il était l'assurance-vie du système, y compris jusqu'à son deuxième tour de 2002. Est-ce qu'il a, vous qui avez bien connu Jean-Luc Mélenchon, il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a ce petit point commun entre les deux hommes? Il y avait une compréhension de l'occupation de l'espace. Il y avait une compréhension de ce que sont les médias et de gestion des temporalités politiques pour mettre à l'ordre du jour les idées qu'ils voulaient y mettre, l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve un petit peu finalement l'affrontement, et là encore je le redis, que je trouve extrêmement daté aujourd'hui. Quand je vois les réactions, tant celles de Jean-Luc Mélenchon que de certaines personnalités de gauche aujourd'hui, qui sont encore dans la condamnation de Jean-Marie Le Pen sur une ligne morale, dont on sait très bien qu'elle a échoué face au Front National pendant plusieurs décennies. Tant que la gauche est restée sur cette condamnation morale, elle n'a jamais empêché la progression du Front National. Eh bien, je trouve qu'on rejoue encore cette même partition aujourd'hui, qui a quelque chose du jeu. Le deuxième aspect, je disais qu'il y avait des choses datées, quelque chose qui était daté de l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était qu'il était déjà un précurseur dans ce que j'appelle aujourd'hui les stratégies du socle, c'est-à-dire les partis qui polarisent pour construire un socle électoral sans essayer de rechercher une perspective d'élargissement pour conquérir le pouvoir. Et je vous rejoins en cela, Jean-Marie Le Pen n'a jamais cherché à prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, finalement, assez paradoxalement, alors qu'au moment où nous en sommes dans la démocratie minoritaire, que les grands partis, la social-démocratie, la démocratie chrétienne, se sont effondrés et que les partis sont sur cette stratégie du socle, tant M. Macron que la France insoumise de l'autre côté, finalement, c'est le parti qui a une filiation ou un héritage, ou en tout cas qui se met dans le prolongement du Front National, qui est le Rassemblement National, qui est le seul, d'une certaine manière, à ne pas être dans une stratégie du socle et à essayer de proposer une stratégie d'élargissement. Ses opposants seraient bien d'être attentifs à cette dimension-là. Oui, parce qu'il y a trois séquences en fait dans la vie politique, en tout cas dans l'impact de Jean-Marie politique sur la vie politique française. La première, c'est sous François Mitterrand, parce que je disais tout à l'heure, Jean-Marie politique était finalement, il dénonçait un système politico-médiatique, mais il était totalement imbriqué en son sein. Donc, dans les années 80, avec François Mitterrand, il y a ce jeu qui a été rappelé tout à l'heure, qui servait l'un et l'autre, jusqu'au fait de passer 1986, les élections législatives, à la proportionnelle, pour se servir du Front National à l'époque, et pour essayer de limiter la perte en voix du Parti Socialiste et de la gauche. Donc il y a ce premier moment de jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette un petit peu. Il y a le deuxième moment où finalement Jean-Marie Le Pen, un peu malgré lui, redéfinit les cartes de la vie politique française. C'est l'élection présidentielle de 2002, parce qu'à partir de là, la gauche est totalement immobilisée par rapport à cela. Elle n'est plus en proposition de quoi que ce soit, elle est tétanisée et elle n'a plus que comme marotte que l'unité pour ne plus se retrouver dans une situation qui était celle du 21 avril 2002, pendant que la droite, à l'inverse, avec Nicolas Sarkozy, change son logiciel, ce qui lui permet de reprendre la main. Et la troisième période, elle est post-2002, c'est que sous Jean-Marie Le Pen, je l'ai évoqué au début de cette émission, le Front National devient le diable de confort du système, c'est-à-dire que on abandonne à ce moment-là la perspective majoritaire. On se dit, il suffit d'aller au deuxième tour, parce que si c'est le Front National qui est en face, l'expression a été reprise par plusieurs hommes politiques à l'époque, si c'est une chaise en face de Jean-Marie Le Pen, il est sûr de gagner au deuxième tour, etc. Mais tout ça, c'est le calcul de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Mais tout ça a détruit l'esprit démocratique et les a amenés les uns et les autres à polariser plus encore les discours et à se concentrer sur un socle plutôt que de s'adresser à tous les Français.